invitation spéciale aujourd'hui, puisque d'habitude, on n'a pas tendance à avoir des invités hors de la monnaie. Donc, tu es le premier en français. Donc, M. David Bergeron, je te laisse t'introduire un petit peu, mais tu as un rôle assez spécial puis un lien spécial avec la monnaie. Donc, je te laisse introduire. OK, mais mon nom est David Bergeron. Je suis conservateur de la collection nationale de monnaie à la Banque du Canada. Donc, moi, ma job, c'est de gérer la collection nationale de toutes sortes de monnaies canadiennes, des billets de banque, des pièces de monnaie, des jetons, et puis aussi tout ce qui donne contexte à la monnaie canadienne. Pour cette raison-là qu'on vous a invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais spécifiquement, on voulait discuter un petit peu la monnaie qui existait pendant l'époque de la Nouvelle-France. Okay. Donc, la Nouvelle-France, pour ceux qui ne savaient pas, ça fait partie de l'histoire du Canada, évidemment, mais c'est l'histoire du Canada français, donc une section de l'Ontario du Québec qui était sous le régime de la France. Mm-hmm. Et puis, eux autres, spécifiquement, il y avait leur propre monnaie, et puis une chose assez spéciale aussi d'un point de vue des cartes à jouer. Ouais. Donc, puis c'est ça que je voulais discuter aujourd'hui, juste en général, parce qu'on trouve ça très intéressant en général. On voulait l'historique, puis comprendre un petit peu comment que ça marchait dans ce temps-là. OK. Oui, certain. Donc, c'est ça, comme tu avais mentionné, la Nouvelle-France était une colonie française. Et puis, à mesure que les Français s'établissaient, soit le long du Saint-Laurent jusqu'en Ontario, il y avait aussi l'Acadie, puis ça allait jusqu'à Nouvelle-Orléans aussi. Donc, l'étendue de la colonie était assez grande, assez étendue. Et puis, ils amenaient leur monnaie avec eux autres. C'était la monnaie française qui était la monnaie officielle de la colonie. C'était normal, je pense bien. Mais l'affaire, c'est que il y avait tout le temps une pénurie de monnaie. Il n'y avait jamais assez de monnaie pour combler les comptes ou satisfaire aux besoins, soit des colons qui devaient acheter des biens chez les marchands, mais surtout chez les marchands qui devaient payer leurs fournisseurs en France. Donc, ce qui arrivait souvent, c'est que la marchandise arrivait de la France et puis l'argent partait sur le navire pour payer les fournisseurs en France. Donc, il y avait tout le temps un manque de monnaie dans la colonie. Et puis, vers la fin du 17e siècle, ça a vraiment venu à un point que quand ça venait à essayer de payer les soldats qui étaient envoyés en Nouvelle-France pour protéger les fortifications françaises dans la colonie, contre soit les Amérindiens ou les Anglais, bien, c'est facile d'être capable de faire un échange de biens ou de travailler sur un système de crédit si on est juste un fermier et puis on a des biens à échanger avec un marchand pour d'autres biens. Mais pour les soldats, eux autres, ils s'attendaient à se faire payer. Et puis, ils se faisaient payer en argent normalement. Mais dans des cas où il n'y avait pas assez d'argent, bien, il fallait avoir recours à quelque chose d'autre. Et puis c'est là que vraiment l'idée de la monnaie de carte à jouer est née. C'était vraiment une monnaie de ce qu'on appelle une monnaie d'urgence, parce que c'était pas l'intention d'émettre la monnaie de carte à jouer pour que ça circule en grand nombre. C'était pas supposé être normal, c'est juste... c'est ça. En 1685, l'intendant de la Nouvelle-France, Jacques Demel, c'est lui qui prend le fardeau de trouver une façon de payer les troupes. Et puis, il a décidé de prendre des cartes à jouer, signer le verso, et puis c'était sur son compte à lui qu'il garantissait le remboursement ou la valeur des cartes à jouer. Est-ce qu'il signait lui-même? Oui, il signait lui-même. Il signait, c'était l'intendant, le gouverneur de la colonie et puis le ministre de la Marine. Donc, c'était les trois des trois grandes autorités de la colonie qui signaient les cartes à jouer. Et étant donné que c'était une mesure temporaire, en attendant qu'une nouvelle cargaison de pièces de monnaie arrive de la Nouvelle-France, l'idée c'était que les soldats pouvaient utiliser les cartes à jouer, les dépenser pendant l'hiver et puis quand
l'argent arrivait, bien, les cartes à jouer seraient remplacées. Ouais. OK? Donc, vraiment, la première émission, c'était censé être une émission temporaire qui aurait duré juste quelques mois. Mais l'affaire, c'est que en s'apercevant que il y avait tout le temps un manque d'argent, bien, les autorités revenaient à l'émission des cartes à jouer. Et puis, le pire, c'est que tout ça se faisait sans l'autorité du roi. C'était quasiment inattendu ou pas voulu de prendre l'autorité d'émettre de l'argent, surtout, sans l'autorité du roi. Donc, tout ça, ça se faisait un petit peu en cachette. C'est ça, oui. Malgré que, éventuellement, Louis XIV, il l'a su. Et puis, il n'y avait pas assez des lois pour dire, OK, on finit les cartes à jouer. Pour l'émission des cartes à jouer, si on revient à la première émission, par exemple, donc l'intendant Jacques Demel a choisi de prendre des cartes à jouer parce qu'ils étaient en abondance. C'était fait dans une carton assez rigide et puis à cause de ça, il était assez durable. Donc, il pouvait circuler sans avoir trop de soucis qu'ils se détruisent assez facilement. Mais l'affaire, c'est que ce qui était sur l'avers ou le devant de la carte, soit le valet de cœur ou la dame de pique, c'était pas ça qui était important. C'était le fait que l'intendant, le gouverneur et le ministre de la Marine ont signé le revers, leur ont donné une valeur, et puis c'est à cause de ça, ou par cette autorité, que ces cartes à jouer ont circulé. Donc, c'est pas... Ça n'a rien à faire avec la carte elle-même. Ils ont dit le roi des piques, il n'était pas comme spécifiquement 10 ou quelque chose de 10 francs ou quelque chose comme ça. Non. C'était pas spécifique, c'était vraiment la valeur que l'intendant. C'est ça, oui. Vraiment, le carte à jouer, c'était juste le moyen ou le substrat qu'on utilisait pour circuler la monnaie de carte. Et puis, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas lire ou qui étaient analphabètes, bien, ils coupaient les cartes de différentes tailles ou ils leur coupaient les coins juste pour identifier les différentes valeurs. Et puis, il y avait, au courant de l'émission des monnaies de cartes à jouer et puis de la monnaie de carte par après, environ une douzaine de différentes coupures, soit d'un petit montant comme 3 sols jusqu'à 24 livres qui représentent un montant d'argent assez signifiant. Donc, la première épisode de monnaie de carte à jouer va durer environ une quarantaine d'années, jusqu'en 1720. Donc, ça commence en 1785, et puis il y aura une réémission des cartes au fur et à mesure à travers les années jusqu'en 1720. Et puis, après 1720, bien, il y a un genre de boom économique qui se passe en France. C'est la fameuse épisode de John Law, si vous connaissez ça un peu. C'était vraiment une réforme de l'économie française, mais c'était basé sur des billets de banque. Et puis, l'idée, c'était de combler la pénurie de monnaie qui se passait aussi en France, pas qu'en Nouvelle-France, mais en France aussi, avec des billets de banque, d'émettre des billets de banque. Mais l'affaire, c'est que dans le temps, les billets de banque étaient garantis contre la valeur de terrain dans la Mississippi, aux États-Unis. Donc, c'était vraiment spéculatif, jusqu'au point que tout s'est effondré. Et puis, John Law s'est fait chasser de la France. Et puis, après une couple d'années, sa tentative d'essayer de remettre l'économie sur ses pieds en France, ça n'a pas fonctionné. Et puis, donc, ils ont eu recours, encore une fois, à la monnaie de carte. C'était-tu une deuxième émission dans ce cas-là, ou c'est comme un nouveau système avec les cartes, ou c'était pareil, ou ça continuait? Donc, c'était vraiment un nouveau système où, cette fois, le roi avait légiféré leur circulation en Nouvelle-France. Il a dit, OK, vous pouvez faire circuler jusqu'à un certain montant de ces monnaies de carte. Et puis, l'affaire, c'est que
à force de mettre plus d'argent, mais ça cause des problèmes d'inflation. Ouais. Est-ce que tu connais ça, un peu l'inflation? Oui, un petit peu, oui. Parce que... Je ne suis pas économiste, là, mais en même temps, je connais ça assez bien. Oui. Ouais, ben, disons que nous autres, à la Banque du Canada, c'est vraiment une des fonctions, c'est de gérer l'inflation à travers la politique monétaire. Donc, on a tout le temps un intérêt dans l'inflation. Mais imaginez dans le temps que quand l'argent se fixait à la valeur de l'or, que s'il y avait un certain montant d'or qui était fixe, que si on tentait d'imprimer plus d'argent, bien, le pouvoir d'achat de cet argent-là diminuait. Ouais. Okay? Et c'est ça le problème qu'ils ont eu avec la monnaie de carte, c'est qu'au fur d'en imprimer plus ou d'en faire plus, bien, ça réduisait leur coût d'achat ou leur pouvoir d'achat. Donc, il en fallait émettre plus, et en plus, et en plus. Ça cause Et puis, tout d'un coup, vers la fin de l'époque du régime français en Nouvelle-France, juste avant la conquête, il y a une estimation qu'il y avait quelque chose comme 2 millions de livres en monnaie de carte en circulation. C'était juste un type de monnaie qui circulait. Il y avait aussi des billets de change, il y avait des chèques, des genres de chèques. Et puis, après tout, quand la Nouvelle-France a tombé et puis que c'est l'Angleterre qui a pris charge de la colonie, bien, c'est eux autres qui ont découvert qu'il y avait tout cet argent qui circulait, mais ils ne savaient pas quoi faire avec. Et puis, en fin de compte, ils ont dit, bien, c'est le fardeau de la France de rembourser les gens. Et puis, après le traité de Paris, ça a été décidé de rembourser les gens à 25 % de la valeur nominale des cartes. qui est pas C'est pas beaucoup. Et puis, par après, ben, il y avait une grosse méfiance dans la monnaie de papier à cause de ça. Et puis, pour plusieurs années, la monnaie de papier n'existait quasiment pas dans la nouvelle colonie anglaise. Et puis, surtout chez les francophones. Évidemment, les Québécois, les Français étaient encore dans la colonie, même s'ils étaient devenus sujets britanniques. Mais c'est eux autres qui avaient une grosse méfiance de l'argent de papier en général. Donc, apparemment, que la monnaie de carte aurait été émise en Acadie aussi. Donc, il y a la documentation qui en parle. Mais comme, en fait, la monnaie de carte de la Nouvelle-France, on n'a aucune preuve existante d'une carte à jouer qui aurait été circulée en Acadie. Donc, je trouve ça très intéressant. On en parlait auparavant, mais c'est même vous, dans votre musée, vous n'avez pas une vraie version d'une carte à jouer comme un échantillon dans vos archives. Donc, comment que ça marche de cette façon-là? Je sais que on a des récits, des écrits où c'est écrit que c'était le système de monnaie dans ce temps-là, mais c'est comment qu'on a été capable de reproduire l'idée des cartes à jouer? D'où que ça vient de ce point de vue-là? Donc, évidemment, d'après ce qu'on sache, il n'y a aucune preuve de monnaie de carte à jouer qui existe aujourd'hui. On n'en a pas découvert encore. Leur existence vraiment provient de la documentation des lois qui ont été passées pour réglementer leur circulation. Mais cependant, apparemment qu'il y avait eu un archiviste canadien qui était en visite à Paris dans les années 1920. Et puis en faisant une visite dans les archives de Paris, qu'il aurait découvert une documentation qui donnait une description des cartes à jouer. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des échantillons de ce que la monnaie de carte aurait pu avoir de l'air à l'époque, et puis il les a dessinés lui-même sur une feuille. Puis cette feuille est encore en entreposage aux Archives nationales du Canada. Et puis, il a dessiné toutes les différentes coupures qui auraient été émis de cartes. Donc, on voit un valet de cœur d'une certaine forme ou une autre carte qui est coupée en moitié. Et puis, vraiment, il allait par
par la description qu'il y aurait eu dans un tel document entreposé aux archives de Paris. Et puis nous autres, on s'est fié à ces dessins pour créer une reproduction que nous avons dans la collection, que nous avons en exposition au musée. Donc même nous, on se fie juste vraiment à une idée ou un concept que quelqu'un aurait eu de ce que cette monnaie de carte à jouer aurait pu avoir de l'air. Puis en même temps aussi, ça date de plus que 400 ans, donc c'est comme ça se comprend aussi, c'était un système monétaire qui était comme pas officiel, disons, de ce point de vue-là. Donc ça se comprend qu'il n'y aurait pas des échantillons officiels. Donc, il n'y aurait pas voulu qu'il y en ait qui aurait été serré en quelque part. Et puis même de ce point de vue-là, je pense bien que dans le temps, si le monde savait que c'était juste vraiment une monnaie transitionnelle, en attendant la vraie monnaie, que le monde n'aurait pas eu l'idée d'en garder juste comme souvenir ou quelque chose de même. Hein. Ça se comprend. Donc, on espère peut-être une bonne fois que la découverte d'un échantillon actuel, une vraie monnaie de carte à jouer, sera retrouvée. Et puis, exactement, ça serait un trésor. Ça se faisait-tu, la fraude, dans ce temps-là? Y avait-tu un risque de fraude d'après les récits historiques? Avez-vous trouvé quelque chose? Bonne question, en fait. Donc, ça a été documenté que, oui, il y avait de la fraude, il y avait de la contrefaçon. C'était, je pourrais dire, c'était très facile de fausser de la monnaie de carte. Et ce que j'ai découvert, une anecdote assez intéressante, es-tu familier avec le Ripley's Believe It or Not? Les bandes dessinées. So, apparemment que dans les années 50, l'auteur Robert Ripley aurait fait une bande dessinée d'un type de Québec qui aurait été arrêté et puis mis en punition pour avoir fait la contrefaçon de monnaie de carte. La sentence ou la peine de punition, c'était qu'il ait ses mains attachées derrière son dos pour 3 ans. Ah oui. Donc, je ne sais pas comment il aurait réussi ça. Mais... Je me demande, avec ces bandes dessinées, dans ce temps-là, qui dessinait Ripley, il y en avait souvent que je trouvais un petit peu extraordinaire, mais c'est intéressant quand même si, comme punition, que tu te fais attacher les mains en arrière de ton dos pour 3 ans. J'ai jamais été capable de trouver ce cas-là en particulier pour savoir comment lui a été capable de divulguer ça. Mais j'essaie. Peut-être ça serait intéressant s'il y avait... Si lui le savait, ça devrait être capable de se trouver. S'il y a quelqu'un à la maison qui connaît, peut-être il pourrait vous rejoindre. En même temps, on a ici des versions modernes, disons, des cartes à jouer. Des cartes à jouer. Oui, qui est le fun parce qu'on le refait dans le style de l'époque. Mais comme vous avez dit, c'est comme on n'était pas certain des cartes à jouer comme officielles, puisqu'on n'en a pas un échantillon, un vrai échantillon. Donc, c'est de ce même point de vue-là, on est capable de recréer les cartes, qui est le fun aussi, parce que c'est quelque chose qu'on est capable de garder une tradition assez intéressante. Et puis, de cette façon-là, celui-là est approuvé, évidemment, mais donc, c'est pas le cas comme les cartes à jouer dans le temps qui n'étaient pas approuvées, mais en même temps, ça fait assez intéressant, puis ça nous donne un sujet intéressant à revisiter de temps en temps. Et puis, c'est vraiment, j'ai trouvé ça fascinant en général. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps, et puis vous pouvez trouver toutes ces pièces sur monnaie.ca, et puis... j'espère que vous allez revenir nous visiter encore une fois. Ça me fait plaisir, n'importe quand. Merci. Merci.